Tout ce que nous disons, nous n'accordons aucune considération, aucune légitimité à tout ce que fait ce monsieur, parce que nous savons en quoi consiste son rôle à la tête de l'État. Maintenant, les Congolais le savent, tout le monde le sait. Et ce que nous voulons, c'est que nous fassions des choses qui vont mettre un terme définitif à ce système mafieux. Les intellectuels qui se sont mis en retrait, je leur demande de venir au devant de la scène, voilà, de venir au devant de la scène et de se mettre vraiment à l'écoute du peuple congolais et de rester aux côtés du peuple congolais parce qu'ils sont très importants. Nous travaillons non pas pour arriver au pouvoir, mais nous travaillons pour que le Congo soit administré par ces... Je pose des questions. Comment le pays de Rolemela, le pays de Reskazadi, le pays de Yuyu Motomosi, le pays de Dodombo, il y a beaucoup de Guy Gérard. J'ai bien un peu osé venir bomber Zapotem. Bonjour à vous tous qui nous regardez à travers le monde. Ça c'est le micro du pasteur Bobo. Et nous sommes ici à Bruxelles. Nous sommes avec Rolemela qu'on ne peut plus présenter dans la diaspora congolaise. Bonjour monsieur Rolemela. Bonjour pasteur Bobo. Ça nous fait plaisir de vous recevoir ici en Belgique. Nous rappelons que vous venez de France. Vous pouvez dire bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Oui, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. D'autant plus que la Belgique, pour moi, n'est pas un pays étranger parce que j'ai grandi dans ce pays. Je suis arrivé ici très tôt avec mes parents et j'ai suivi ma scolarité ici. Donc pour moi, la Belgique est un pays qui m'a appris beaucoup de choses et qui a fait que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. L'émission sera en français et en lingala, mais la première question, Rolemela est très connu dans la diaspora parce que l'histoire qui a fait booster Rolemela dans la diaspora. En France, il y a eu une conférence du ministre, je crois, rwandais, et Rolemela était dans la salle. Ça s'est passé comment? Il y a le sang des Congolais qui a coulé en ombre. Ne m'interdisez pas. Je ne pense pas. Non, non, je ne vais rien faire. Je ne pense pas que... Non, non, je ne pense pas. Non, non, ne m'agressez pas. Ne m'agressez pas, s'il vous plaît. Je vais poser ma question. Je n'agresse personne. Ne croyez pas, monsieur, que vous allez continuer à vous servir comme ça du génocide, comme fonds de commerce. Le sang des Congolais est en train de couler et nous ne nous laissons pas dire. Voilà. Je tenais à ce que ça se sache. Que vous sachiez qu'il y a des millions de Congolais qui sont morts. Je représente le sang des Congolais et des Rwandais. Allez-y, continuez à m'agresser. Continuez à agresser le peuple congolais. Et voilà. Ça s'est passé tout simplement. En fait, ce jour-là, il n'était pas prévu que nous allions assister à la conférence de presse des ministres rwandais de Paul Kagame. Celui que nous appelons à juste titre excusez-moi, le Hitler africain de la région des Grands Lacs. Nous avions participé à la manifestation sur le périphérique. Et nous nous dirigeons maintenant vers Château-Rouge parce qu'il y avait la continuité des actions sur le terrain entre Château-Rouge et République. Et c'est chemin faisant que nous avons reçu un coup de fil qui nous avertissait, qui nous informait que les ministres rwandais de Paul Kagame, l'équipe de Paul Kagame qui était arrivée en France, accueillie par l'ancien président Nicolas Sarkozy, faisait une conférence de presse au centre d'activité de la presse étrangère. Et à ce moment, nous avons décidé d'y aller parce que bon, il y avait de l'avance sur les horaires. Et eux, ils arrivaient sur les alentours de 14 h, il était midi. Donc nous avons profité, nous sommes directement arrivés là-bas. Et arrivés sur place, bon, moi je suis un résistant, je ne vais pas donner les détails des aides des personnes qui m'ont aidé à m'infiltrer dans cette conférence.
Et donc je suis arrivé à m'infiltrer, j'ai assisté à toute la conférence et à la fin donc j'ai réagi parce qu'on ne voulait pas me donner la parole et je voulais vraiment relever le fait que les ministres rwandais venaient avec beaucoup de mensonges sur la situation catastrophique dans la région des Grands Lacs et tout particulièrement en République démocratique du Congo. Et là j'ai réagi et puis je leur ai fait comprendre que ils devaient désormais cesser de se servir du génocide rwandais comme d'un fonds de commerce parce qu'ils ont une part de responsabilité énorme dans ce qui est arrivé à nos frères rwandais au pays, au Rwanda, mais ils ont une part de responsabilité énorme aussi qui est avérée, qui est connue, qui est reconnue par la communauté internationale dans le drame congolais. C'est dans ce sens-là que j'ai un peu mis le désordre dans la conférence. En posant l'acte, vous saviez que vous allez devenir une référence dans la diaspora? Non, pas du tout, parce que j'ai posé cet acte par réaction. Ce n'était pas quelque chose de prémédité. C'est une réaction directe, mais je n'en retire aucune gloire parce que je pense que n'importe quel patriote congolais qui a le souci de son pays, qui est dans le combat, eh ben, aurait réagi de la même manière. Ça, j'en suis totalement persuadé. Si une autre personne que Roland Mena s'était trouvée dans ma position, je pense que ce Congolais, ou cette Congolaise, allait réagir de la même manière. La preuve en est, c'est que si vous avez vu des images de cette intervention lors de la conférence de presse des ministres rwandais, c'est parce qu'il y a eu une personne qui a filmé cela. Et cette personne, je vais cacher son identité, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une patriote, c'est une Congolaise et c'est une personne qui a vraiment le souci du Congo et du peuple congolais. À l'époque, vous faisiez ombrage au cadre de la PARECO? Au cadre de la PARECO? Oui, parce qu'à l'époque, c'était Roland Mena. Non. Donc, vous voyez, France, c'était Roland Mena. Oui, effectivement, parce que moi, j'ai été chargé de la PARECO dans toute l'Europe. Et donc, j'organisais les choses en conséquence. Et je faisais de telle sorte que la visibilité de la PARECO soit effective et que chacune des personnes qui avaient des responsabilités au niveau de l'Europe puisse les assumer. Et donc, je veillais à ce que les choses se passent bien. Mais c'est vrai que personnellement, là, j'y allais plus non pas en tant que membre de la PARECO, mais j'y allais en tant que patriote congolais. Et j'étais avec tous les autres patriotes sur le terrain. Et donc, je faisais ce travail de militantisme. Non, moi je ne le sens pas comme ça. Je pense que, et là je tiens à leur rendre hommage, les combattants de Belgique ont fait un travail magnifique, un travail énorme qu'il faut vraiment prendre en considération. Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est ici donnée pour leur présenter mes salutations patriotiques, parce que nous nous connaissons les uns les autres. Et au niveau de la France, c'est la même chose. Les combattants ont vraiment fait un travail qui a porté ses fruits et qui est à considérer. Et je pense que c'est ce travail qui a été fait au niveau de la diaspora tout entière. Vous voyez, aux États-Unis, il y a des compatriotes qui travaillent, au Canada, en Afrique du Sud, en tout cas un peu partout où les Congolais sont implantés, sont installés plutôt, eh ben, on réagit en rapport à ce qui se passe au Congo. Je pense que nous sommes les uns et les autres à féliciter dans ce sens-là. Par contre, il est vrai que nous assistons à certains désordres, à certains tiraillements, à certains règlements de compte, et ça, il nous appartient à nous autres, en tant que personnes plus âgés dans la résistance, à bien sûr conseiller nos jeunes frères et à leur faire comprendre que tout ce que nous ferons contre les uns et les autres, les tiraillements entre nous ne profitent qu'au camp de l'ennemi, pas au camp de l'adversaire, parce que ceux qui ont, pour nous, nous savons que ceux qui ont l'effectivité du pouvoir ne sont pas des adversaires, ce sont des ennemis parce qu'ils servent des intérêts qui ne sont pas ceux du peuple congolais. Alors je pense que tout ce que nous ferons qui ira à l'encontre du travail que nous faisons les uns et les autres sur le terrain, eh bien, servira tout simplement le plan d'occupation de notre pays. Parlons un peu de votre mouvement ou de votre parti. Quelle est la vision Alors, Citoyenneté congolaise, droits et devoirs, nous sommes clairement dans la résistance, nous sommes dans l'opposition non institutionnelle, nous sommes dans le combat et nous travaillons vraiment en ayant au centre de nos préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais. Nous travaillons vraiment, pas pour un individu, pas pour une équipe, mais nous travaillons pour le Congo, c'est-à-dire la mère patrie, et nous travaillons pour le peuple congolais qui est le peuple souverain, donc notre chef à nous tous. Donc tout ce que nous faisons,
nous le faisons en le soumettant à l'appréciation du peuple congolais. Les Congolais ne sont pas bêtes, les Congolais ne sont pas dupes, ils voient tout ce qui est en train de se passer et comme je le dis souvent, c'est devenu comme une répétition, effectivement, ça je le dis aussi, les Congolais savent qui est qui fait quoi, pour qui, pourquoi, tout cela les Congolais le voient. Les Congolais des années 2000 ne sont pas les mêmes Congolais ne sont pas les mêmes que ceux des années 1960 ou 1920 qui n'avaient pas la même vision des choses, la perception des choses, qui ne comprenaient pas, qui n'évaluaient pas les événements à leur juste valeur ou à leur juste, comment dirais-je, impact. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, tout ce que nous faisons les uns et les autres est soumis à l'appréciation du peuple congolais. Et de ce côté-là, il faut vraiment faire très attention parce qu'ils ne sont pas dupes. Et si votre mouvement arrivait au pouvoir aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que vous allez proposer? En tout cas, nous voulons incarner le rêve, l'espoir. Un nouvel espoir pour le peuple congolais, un nouvel espoir pour notre pays. Et vraiment, votre question est tout à fait pertinente parce qu'au niveau de citoyenneté congolaise, droits et devoirs, nous travaillons non pas pour arriver au pouvoir, mais nous travaillons pour que le Congo soit administré par ses dignes filles et par ses dignes fils. Et nous sommes dans le cadre de cette façon de faire, de cette façon de voir les choses. Nous avons initié les assises des patriotes politiciens congolais de la diaspora qui aura lieu en France à la fin du mois d'octobre. Nous allons nous réunir et nous allons faire certaines choses que je ne peux pas dévoiler maintenant parce que nous ne dévoilons pas comme ça chez Pasteur Bo, parce que c'est comme si on était de la colline, donc tous sont ici, même nos ennemis l'entendent. Mais ce que nous pouvons dire en ce moment précis, c'est que nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de nous réunir, de nous rapprocher les uns des autres pour justement nous assumer et prendre nos responsabilités. Kabila vient de déclarer la fin des concertations nationales. Vous l'avez suivi, les conclusions. Votre réaction par rapport aux conclusions des consultations nationales que Kabila va proclamer, il va convoquer un congrès pour annoncer des décisions. Bon, dans un premier temps, ce que j'aimerais rappeler aux Congolais et à tous les observateurs sérieux de ce qui se passe en République démocratique du Congo et à tous les amis du Congo et du peuple congolais, c'est que ces concertations sont tout simplement la continuité de la mission de M. Joseph Kabila à la tête du Congo. Cette mission qui consiste à favoriser le pillage du Congo, à favoriser le cambriolage du Congo et à faciliter la mise à mort du Congo en tant qu'État libre et souverain. Voilà la mission de Joseph Kabila à la tête du Congo. Alors lorsqu'il initie ces concertations, les concertations, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que ce monsieur, il a un plan pour finaliser sa mission. Et ce premier plan consiste justement à garder le pouvoir ad vitam aeternam. Ça, vraiment, c'est son objectif principal. Il faut absolument qu'il garde le pouvoir pour pouvoir finaliser justement sa mission qui consiste à faire que le Congo continue à sombrer, comme il est en train de sombrer actuellement, dans un trou sans fond. Voilà la mission. Alors, les concertations, c'est pour atteindre cet objectif-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble les Congolais, il initie tout cela pour prendre en compte, pour avoir à peu près la température, pour savoir un peu ce que pensent les uns et les autres. Alors il va se servir de certaines observations, de certaines revendications pour les inclure justement dans son plan, dans son objectif qui consiste justement à faire ce qu'il est en train de faire, à finaliser la mission qu'il est en train de faire. Parce que c'est lui qui garde les cartes, c'est lui qui dirige le jeu. Il garde toutes les choses bien en main et donc il va se servir de tout ce qu'il est en train de faire actuellement. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux des Congolais pour les obliger à regarder dans une direction alors que dans l'autre côté, le peuple est dans une souffrance énorme alors que de l'autre côté, la désespérance du peuple congolais est tout à fait effective. Alors nous, ce que nous disons, nous n'accordons aucune considération, aucune légitimité à tout ce que fait ce monsieur, parce que nous savons en quoi consiste son rôle à la tête de l'État. Maintenant, les Congolais le savent, tout le monde le sait. Et ce que nous voulons, c'est que nous fassions des choses qui vont mettre un terme définitif à ce système mafieux qui est en train d'endeuiller le Congo. Ça, vraiment, il faut arrêter tout ça. Donc, ces histoires de concertation, je demanderai aux Congolais de n'y accorder aucune importance. Tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. Restons concentrés sur notre objectif et continuons dans notre combat. Corrigeons les erreurs, parce que nous commettons des erreurs, effectivement, et avançons les uns les autres pour atteindre aussi l'objectif qui est le nôtre et qui consiste à mettre en place les infrastructures
qui permettront au peuple congolais de s'auto-administrer. Voilà notre démarche et notre stratégie. Une question par rapport aux intellos congolais. On ne les voit plus. La diaspora congolaise regorge beaucoup de têtes. Mais on ne les voit pas. Ils sont nulle part. Mais quand il y a eu des concertations, on a vu beaucoup de gens venant de la diaspora avec des dossiers, des diplômes pour aller postuler. Comment expliquer cela? Des intellos sont absents. Non, ne confondons pas, je comprends votre question et vous avez tout à fait raison, Pasteur Bobo, mais ne confondons pas les intellectuels et les opportunistes. Effectivement, il y a dans la diaspora des Congolais qui sont des carriéristes opportunistes et qui sont prêts, qui sont plus des adeptes de la politique du haut et du bas de la ceinture. Et pour pouvoir bénéficier de quelques miettes, ils sont prêts à vendre leur patrie, leur maison, leur mère, leur sœur, leur père, leur village. Ces Congolais-là existent. Mais de l'autre côté, effectivement, vous avez fait allusion aux intellectuels. Et ben, nous faisons justement un travail qui consiste à interpeller ces intellectuels-là qui ont le souci de la patrie et qui aimeraient justement agir aussi. Mais peut-être qu'ils se sont mis en retrait parce qu'il se passait certaines choses qui n'allaient pas dans leur conception des choses, dans leur façon de penser, dans leur façon de faire. Eh bien, nous interpellons ces intellectuels et nous leur disons qu'il leur appartient, parce qu'ils font partie des élites, ils font partie de la nouvelle classe, qu'elle soit politique, sociale, intellectuelle, peu importe, ils font partie de la nouvelle classe et ils ont un grand rôle à jouer au Congo. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités, qu'ils viennent au devant de la scène et qu'ils travaillent pour que les choses changent réellement en République démocratique du Congo. Et à ce niveau-là, je pense qu'ils seront capables de faire beaucoup de choses dès lors qu'ils comprennent l'importance qu'ils ont pour la bonne marche de la société. C'est clair, je pense, et moi je le dis sincèrement, je les appelle, je les interpelle et je leur dis, venez, mettons-nous ensemble dans le cadre de ces assises des politiciens congolais de la diaspora, prenons-nous en charge parce que le peuple congolais nous demande de nous assumer et faisons un travail qui va correspondre aux attentes du peuple congolais. La diaspora se pose beaucoup de questions, surtout par rapport à la dernière conférence de presse des JB. On se pose des questions. Les gens appellent de partout. On se pose des questions. Comment le pays de Rolemela, le pays de Reskazadi, le pays de Yuyu Motomo aussi, le pays de Dodombo, il y a beaucoup de Guy Gérard. JB Piana peut oser venir bomber sa patrie. Toutes ces personnes que vous venez de citer, en lequel moi je crois, que ce soit Yuyu Mutomo aussi qui est une communication aussi de Stella, Odombo, Guy Gérard, toutes ces personnes sont des personnes qui sont Martin Sali, voilà, toutes ces personnes, et je pense qu'ils font, alors ça il n'y a aucun souci. Mais effectivement, concernant les personnes politiciennes, il y a eu des choses exemplaires qui ont été dites. Moi j'avais dit en tout début, lorsque je travaillais avec Maître John à l'époque, je l'avais dit, j'avais dit, bon écoutez, les musiciens, les sportifs, tous nous devons vraiment nous mettre ensemble et travailler pour le Congo et pour le peuple congolais et non pas travailler pour nos intérêts personnels et égoïstes. Parce que si nous ne le faisons pas, vous allez voir demain ou après-demain, le peuple va réagir en conséquence et va interdire tout ce qui est festif. Aujourd'hui, j'ai rencontré des personnes qui avaient assisté à cette interview que je faisais. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Mais Roland Mena, tu te rappelles, tu disais cela il y a 10 ans. Les gens ne te croyaient pas, les gens avaient pris cet avertissement à la légère. Mais aujourd'hui, nous voyons, effectivement, ce n'est pas Roland Mena qui interdit les concerts, mais ce sont les patriotes qui en ont assez, les combattants, les résistants qui en ont assez de tout ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, qui en ont assez que les musiciens ne comprennent pas qu'ils font partie de l'élite aussi et qu'ils doivent se comporter en conséquence pour les intérêts du Congo et pour les intérêts du peuple congolais. Voilà, nous arrivons à un blocage. Maintenant, il faut respecter les choses. JB Piana, il est dans la défiance. Moi, je le conseille de rester là où il est, de ne pas venir défier les combattants ici, pour que les choses ne se passent pas mal pour lui et pour qu'on arrête un peu tout ce désordre. Nous voulons vraiment nous concentrer sur le pays et sur le bien-être du peuple congolais, qu'on arrête de nous distraire avec ces histoires de concerts, de festivités. Non, tout ça, je pense que les choses ont été mises en place, il faut les respecter. Votre relation avec Honoré Nganda?
Honoré Ngmanda, Monsieur Honoré Ngmanda est un papa que je respecte. Vous savez, moi je suis Bantou, hein, je suis Muntu, et chez nous on a le respect des aînés. Monsieur Honoré Ngmanda est un aîné, c'est un leader derrière lequel je travaillais, avec lequel j'ai longuement travaillé pendant quelques années, presque 10 ans. C'est une personne qui m'a appris beaucoup de choses dans le cadre de ce qui est en train de se passer au Congo. C'est la personne qui a provoqué mon éveil patriotique et qui a fait que je me sois engagé comme je suis engagé aujourd'hui dans le combat. Donc je pense qu'il est en train de faire un travail qui est tout à fait appréciable et que nous devons apprécier. Nous devons vraiment être intellectuellement honnêtes de ce côté-là. C'est une personne pour laquelle j'ai de la considération. Maintenant, il fait ce qu'il est en train de faire, mais que ce soit Honoré Ngmanda, que ce soit Roland Mena, que ce soit le pasteur Bobo, tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons en le soumettant à l'appréciation du peuple congolais. Et le peuple congolais n'est plus dupe et sait parfaitement qui est qui fait quoi. Donc je le dis souvent, travaillons et c'est notre chef à nous tous qui va nous juger dans ce que nous sommes en train de faire. Et par rapport aux autres leaders des partis politiques, apparemment dans la diaspora, il y a carence des leaders politiques. On ne le voit pas sur le terrain. Ben vous savez, leader politique, moi je dirais qu'un politicien digne de ce nom, c'est quelqu'un qui doit être près de son peuple, qui doit être en permanence à l'écoute de son peuple. Donc ceux qu'on ne voit pas, bon, c'est à eux de réagir en conséquence pour que justement ils soient visibles. Merci beaucoup, ça a été un plaisir d'avoir Roland Mena. La diaspora a besoin de gens comme Roland Mena, qui sont actifs, qui sont sur le terrain, intello, et sur le terrain aussi, il est là. Votre mot de la fin, on vous regarde partout dans le monde. Mon mot de la fin, ce sera tout simplement d'encourager les combattants, tous ceux qui se sont mis debout. Lorsque je dis combattants, c'est toutes les personnes qui agissent d'une manière ou d'une autre pour que les choses changent. Il y a ceux qui sont connus, dont le visage est connu, qui font des interviews, on les voit dans les marches, sur les réseaux sociaux. Ils font un travail qui est tout à fait appréciable, je les encourage. Il y en a d'autres qui sont moins connus, mais qui font un travail tout aussi important. Ceux-là, je les encourage aussi. Et puis, il y a, comme on a dit tout à l'heure, les intellectuels qui se sont mis en retrait. Je leur demande de venir au devant de la scène. Voilà, de venir au devant de la scène et de se mettre vraiment à l'écoute du peuple congolais et de rester aux côtés du peuple congolais parce qu'ils sont très importants. Il ne faut absolument pas qu'ils se négligent. Et le conseil que je nous donnerai à nous tous, c'est de faire attention à tout ce qui va à l'encontre du combat que nous menons, à tout ce qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, favoriser l'ennemi. Je dis bien favoriser l'ennemi contre lequel nous luttons. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Et je tiens surtout à vous remercier de m'avoir reçu ici à Bruxelles. Je vous remercie pour la considération que vous manifestez envers ma petite personne. Et je vous encourage aussi, vous autres les journalistes, ne nous abandonnez pas, parce que nous avons besoin de vous. Je pense à vos collègues tels que Cheikh Fita, ici en Belgique. Je pense à vos collègues tels que Roger Bongos, je pense à Freddy Moulongo. Toutes ces personnes-là, nous avons besoin de vous pour que vous puissiez faire de telle sorte que le travail que nous faisons, que nous abattons, puisse être connu du monde entier. Sans vous, nous n'aurions pas cette notoriété et je tenais à vous remercier. Merci beaucoup. Mais puisque vous avez cité Cheikh Fita, quel a été votre message principal chez Cheikh Fita? Et puis à la radio Panique, on vous a écouté. Quel était votre message? Beaucoup de personnes vous ont suivi. Oui, j'avais pas de message particulier, mais c'était tout simplement la continuité dans le combat. Il faut que nous nous fassions connaître les uns et les autres, parce que, je vous l'ai dit, je le répète à tout le monde, haïtien, c'est que nous travaillons pour un chef. Et notre chef, c'est le souverain primaire, c'est le peuple congolais. Donc nous devons travailler les uns et les autres et le peuple congolais appréciera le travail que nous faisons. C'est cela. J'ai tout simplement continué mon travail sur le terrain qui consiste à informer, à sensibiliser, à conscientiser et voilà quoi, faire de telle sorte que tout ce qui se passe au Congo soit connu d'un maximum de personnes. Je ne suis pas le seul à faire ce travail, heureusement, et j'encourage tous les autres à en faire autant. Continuons à nous battre pour l'intérêt du peuple congolais et pour l'intérêt du Congo. Et mettons en place des partenariats qui iront dans le sens justement de l'essor du Congo. Merci beaucoup. Merci monsieur. Merci.